Bienvenue dans ce magazine, 26 minutes pour faire le tour de l'Île-de-France et y découvrir sa richesse culturelle. Des lieux à découvrir, des festivals à ne pas rater, des artistes à rencontrer, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons découvrir le château des nouveaux participants de la Star Academy. Nous n'allons pas vous parler de télé-réalité, mais d'un lieu plein d'histoire au cœur d'un vaste domaine de château fort. Nous ferons également la visite guidée du 104, l'un des établissements artistiques les plus originaux de la ville de Paris. Art contemporain et œuvres monumentales se mêlent au centre d'une exposition sur la nature. Gros plan dans cette édition sur la nouvelle scène musicale valdoisienne. L'association Combo 95, grâce à son dispositif Starter, déniche les jeunes talents de demain et les soutient pendant un an. La Star Academy, diffusée actuellement sur Énergie 12, a pris d'assaut le château de la Geneste, au cœur d'un vaste domaine du village de Châteaufort dans les Yvelines. Quel est ce lieu où les nouveaux candidats vont évoluer? Quelle est l'histoire de cet endroit? Je vous propose d'aller à la découverte de ce château et d'écouter le témoignage de sa propriétaire avec Johanna Soudry et Guillaume Camps de TVFil 78. Un château de 1000 mètres carrés logé en vallée de Chevreuse, dans un domaine de 23 hectares, un tableau qui fait rêver. Un lieu parfait pour accueillir aux portes de Paris les décors d'une émission de télé-réalité. Il s'agit de la Star Academy qui a choisi le château de la Geneste pour son grand retour. Mais à qui appartient cette demeure datant de 1850? Depuis l'année dernière, Isabelle Pazic en est l'heureuse propriétaire. Je cherchais une écurie à reprendre dans la région. Et j'ai une amie qui avait son cheval donc dans ces écuries, et qui m'avait fait découvrir le domaine il y a au moins 4-5 ans. On s'est dit qu'il y avait vraiment un beau projet à faire, donc au niveau équitation, et aussi au niveau avec tout le bâti, qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a donc les écuries, il y a donc le château, il y a donc la tour, et un pavillon de dessin qui est une petite maison qui est un petit peu sur le haut. Ah bah c'est un petit peu irréel en fin de compte, parce que on arrive du plateau de Saclay, on peut arriver d'une zone qui est quand même hyper urbanisée, on descend dans cette vallée et puis on arrive dans cette verdure. Ah oui, forcément, il y a forcément un coup de cœur. Isabelle décide de mettre en location le château pour des tournages. Après quelques clichés de mode, c'est au tour d'Endemol d'investir les lieux pour plusieurs mois. Fin février, les équipes de production démonteront les décors pour rendre le château fin mars. Isabelle Pazic a déjà quelques projets, comme l'ouverture du site au public pour les Journées du patrimoine. On va, je dirais, commémorer les 100 ans du premier saut en parachute qui s'est fait au-dessus du domaine de la Geneste. Pour organiser l'événement, Pascal Bouchin, un habitant de Châteaufort passionné par l'histoire de son village. Il y a plusieurs châteaux à Châteaufort. Il y a le château du Gavois, il y avait le château d'Ors, il y a le château de la Geneste. Donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs propriétés issues des anciens fiefs. En 1913, le site s'inscrit dans l'histoire grâce à Célestin Pégou, un jeune aviateur travaillant à Buc pour Louis Blériot. Lors d'un test réalisé au-dessus du domaine de la Geneste, le pilote audacieux abandonne son avion en plein vol et réussit à sauver sa vie en sautant en parachute. Le parachute s'est ouvert en plein vol et a arraché le pilote de son avion. Et l'avion s'est retrouvé seul à 250 mètres d'altitude. Au lieu de tomber bêtement, il est remonté à la verticale. Il a décroché sur la queue, il est remonté une seconde fois, un petit peu comme un avion en papier. L'avion aurait accompli un looping et c'est ainsi qu'est née la voltige aérienne. Et oui, à Châteaufort, de la chanson à l'aviation, il n'y a qu'un pas. La Seine-et-Marne en festival du 27 au 31 décembre avec Dépaysart. Ce rendez-vous rassemble des artistes émergents issus des arts plastiques, du spectacle vivant et de l'architecture. Créé en 2008 par le Conseil général, le concept est de mettre en valeur les paysages du département, qu'ils soient ruraux, urbains ou industriels. Explication de ces nuits blanches féeriques avec Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. Là, les deux précédentes éditions, on a fait 25 000 spectateurs. Ah ouais.
25 000 spectateurs pour un festival qui débute, c'est plutôt une réussite. Ici en visite de presse, les programmateurs de Dépaysarts, le festival vitrine du Conseil général, espèrent faire aussi bien, voire mieux cette année que les deux premières éditions, 2008 et 2010. Le festival a donc lieu tous les 2 ans, contrairement à l'idée de départ, à cause de son coût, 1,3 million d'euros, soit un peu moins de 1 euro par habitant. Le budget de cette année reste identique, le concept aussi, celui de Nuit Blanche. Il nous vient des pays nordiques et passé par Paris pour la première fois en 2002. 10 ans plus tard, en 2012, la Nuit Blanche s'exporte jusqu'à Brie-Comte-Robert. Cette ville va devenir in en l'espace d'une nuit, celle du 31 décembre. C'est du moins ce qu'espère le département qui mise sur Dépaysarts pour faire de son territoire une vraie attraction touristique. C'est vrai que c'est une idée qui au départ était un pari risqué, redécouvrir les paysages de la Seine-et-Marne au travers de la culture, mais un festival ce n'est pas qu'une dépense, c'est aussi des retombées économiques. On travaille énormément avec les restaurateurs, on travaille avec Seine-et-Marne Tourisme, on travaille avec les nuits d'hôtel, les hôteliers. C'est une image du département qui est valorisée. Pas bête d'utiliser la culture comme faire valoir. Il faut dire que les propositions artistiques sont surprenantes dans des lieux variés, forêts, usines ou encore centre-ville. Les habitants comme les visiteurs seront peut-être surpris d'observer comment un espace peut ainsi être transformé. Bon, la place du marché. Il y aura donc Brie et sa nouvelle place du marché. Sur les lampadaires, des silhouettes lumineuses feront office de musiciens en herbe. Ce chef d'orchestre essaye de faire répéter à ces 8 personnages qui sont un peu en équilibre sur les lampadaires. Et donc il y a un aller-retour entre les personnages, le chef d'orchestre, tout ça pour finir qu'ils essayent de faire une sorte de comédie musicale lumineuse. Donc voilà, c'est ça le principe du travail. Après, il y aura des événements. On travaille sur une boucle qui va faire à peu près 6 minutes. Ça, c'est fait pour être drôle. Pour les amateurs de sensualité, c'est à l'église que ça se passe. Et oui, la compagnie Les Souffleurs chuchotera à l'oreille des promeneurs des poèmes dans toutes les langues. Ça va être véritablement un espace de confidence où la poésie, c'est-à-dire cette grande autobiographie de l'espèce humaine, va pouvoir se déployer d'une manière intime et unique lors de cette nuit du premier jour. Et parce qu'il s'agit aussi de marquer les esprits, des ballons multicolores seront amarrés au château fort de Brie comme un hommage à l'enfance et comme le symbole du festival. Dans cette ville, le 31 décembre, 8 sites seront ainsi revisités par une vingtaine de compagnies. Sur le reste du département et du 27 au 31, 6 autres villes seront le théâtre d'événements dans notre secteur Bussy-Saint-Martin, Noisiel ou encore Séris. En créant Dépaysarts, le Conseil général, derrière son président Vincent Eblé, fervent amateur d'art, avait sans doute une idée en tête, casser avec l'image indélébile de Mickey qui colle à la peau de la Seine-et-Marne et donner au département une autre identité culturelle, toujours populaire, mais plus chic. Durant ces 40 dernières années, Jean-François Noël a photographié les 4 coins de l'Essonne. Amateur, il a commencé la photo dans les années 60. Grâce à ses clichés, il nous fait voyager à travers le temps, à la découverte d'anciens ou de nouveaux paysages du département. Son exposition Espèces d'espace est visible jusqu'au 25 janvier au château du domaine de Chamarande. Aurélia Horner de Télé Essonne est allée retrouver l'artiste à Massy lors d'une séance de photographie. Jean-François n'est pas un simple promeneur, il est avant tout photographe. Cela fait même 40 ans qu'il parcourt l'Essonne et en tire des clichés. Ses photos sont un témoignage de l'évolution de la région. Entre paysages urbains et terres agricoles, elles jouent sur la juxtaposition des espaces. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que assez rapidement, quand on regarde, on réintègre le fait qu'on est en milieu urbain et que autour, il y a une zone commerciale, la ville est à côté, derrière, il y a le RER, et puis il y a la zone d'activité. Espèces d'espace, c'est le titre donné à l'exposition consacrée à son travail. Du 15 septembre au 25 janvier prochain, une trentaine de photos sont présentées au château de Chamarande. Ce qui a d'abord intéressé les archives de l'Essonne, c'est de voir comment un habitant observe son lieu de vie. Car avant d'être photographe, Jean-François est d'abord essonnien.
L'angle que nous avions repéré dans un premier temps, c'était plutôt pour mettre l'accent sur la diversité des territoires, les espaces de transition, les espaces de changement. Voilà, donc puisque le territoire est en permanence en évolution, en mutation, en changement. Cette exposition est l'occasion de venir redécouvrir l'Essonne, son histoire et ses lieux à travers le regard de Jean-François. Car avant d'exister, le département de l'Essonne n'était qu'un seul territoire, principalement agricole. À partir de sa création en 1968, des usines s'installent, il commence à se peupler et son espace à se morceler. C'est également cette histoire que retracent les photos de Jean-François. On a maintenant des espaces sur le territoire de l'Essonne qui ont chacun leur identité, leur périmètre et d'une certaine façon leur spécialisation, comme dit Georges Perec. Donc il y a des territoires d'habitation, des territoires de travail, des territoires urbains, des territoires agricoles, des territoires de loisirs. C'est une promenade photographique que Jean-François nous propose. Parfois abstraite, cadrée avec originalité, ces prises de vue poussent à la réflexion. Plus que de présenter des espèces d'espaces, l'exposition décline l'espace-temps du département. Le 104 est sans doute l'un des établissements artistiques les plus originaux de la ville de Paris. Installé sur l'ancien site du service municipal des pompes funèbres dans le 19e arrondissement, le 104 accueille des artistes en résidence mais aussi des expositions. Actuellement, 6 artistes contemporains présentent des œuvres monumentales autour du thème de la nature. Et vous allez le voir, le lieu s'y prête particulièrement. C'est un sujet de Christophe Rigaud. Ce qui impressionne au 104, c'est la taille de l'édifice. Plus de 35 000 mètres carrés et cette grande halle qui traverse tout le bâtiment ouverte aux passants. Un lieu idéal pour l'exposition Par Nature, dans laquelle le 104 propose un parcours d'œuvres monumentales. L'exposition présente 6 regards d'artistes sur notre rapport à la nature. Une exposition conceptuelle, mais aussi organique, à l'image de cette œuvre de l'artiste chinois Gu Deqing. Le principe, c'était que les œuvres sont vraiment de toutes formes. Il y a des œuvres qui sont immersives, mais il y en a d'autres qui sont au fond comme des tableaux vivants. C'est-à-dire qu'elles se transforment au fur et à mesure de leur présence ici dans le lieu. Ces pommes, elles vont évoluer jusqu'à dégager une odeur. Pour le moment, elles dégagent une très légère odeur. Au fur et à mesure, elles vont dégager une odeur quasiment de vin, de cidre. Et la couleur aussi va se transformer. Dans une des salles d'exposition du 104, on peut découvrir cette sculpture sonore de l'artiste suisse Zimoun, qui expose pour la première fois en France. En arrivant, ce que vous apercevez, c'est des cartons empilés les uns sur les autres, qui vont très haut, jusqu'à 11 mètres, et vous entendez la pluie. En entrant à l'intérieur de l'œuvre, ce que perçoivent nos oreilles est très différent de ce que l'on y voit. Fixés au carton, de petits moteurs font tourner des bouts de ficelle, un ensemble qui crée une parfaite illusion sonore de pluie. Ce que notre cerveau a l'habitude maintenant d'intégrer comme étant le rapprochement entre un son égal tel objet, et là, et c'est la force de l'art, il nous donne à imaginer d'autres choses. Comme pour nous dire qu'au fond, ce que l'on perçoit de la pluie n'est au final qu'une seule qu'une construction, c'est une illusion. Et au fond, la pluie est plus une illusion aujourd'hui, enfin au moment là où on parle, de là où on est, que ces cartons qui sont eux vrais. Sous la halle du 104 trône également l'œuvre de cet artiste égyptien Mouattaz Nasser. 2 escaliers forment une pyramide, 2 ailes et cette phrase « Je suis libre », une œuvre que le public peut investir. Le visiteur est invité à aller s'installer au sommet entre ces 2 ailes et du coup il devient une chimère, il devient un homme ailé, donc c'est l'alliance de l'homme et de l'animal. C'est une œuvre évidemment qui est aussi beaucoup en référence avec ce qui s'est passé en Égypte, mais avec au fond une vision un peu ironique de l'histoire, pour dire qu'au fond la seule possibilité peut-être qui reste pour les Égyptiens de s'en sortir serait
comme les pharaons, de grimper les marches pour aller jusqu'au sommet, essayer de toucher le monde animal pour arriver. Au fond, c'est peut-être en allant dans la mort ou dans la vie que l'Égyptien trouve sa liberté. De la lumière à la pénombre, une autre œuvre intrigue. Le Jardin d'Éden de Johanna Vasconcelos. Un labyrinthe méditatif composé de fleurs artificielles. Souvent, c'est très cheap, très kitsch. Et là, elle a repris exactement les mêmes matériaux, simplement, évidemment, elle les a retravaillés, elle les a mis en forme dans un jardin absolument magnifique où le visiteur est appelé à se perdre. D'ailleurs, dès qu'on s'éloigne de 2 mètres ou de 3 mètres des personnes qui sont là, on disparaît complètement dans l'œuvre. Et donc, c'est un endroit de méditation. De l'ombre à la lumière, cette pièce est volontairement lumineuse pour présenter les photographies de Christophe Borgard. Dans cette série de portraits intitulée Le meilleur des mondes, le photographe a choisi de montrer ce que la nature nous donne à la naissance et ce que la société en fait. Ces hommes et ces femmes sont séropositifs, séronégatifs, hétéros, homo ou transsexuels. Ce sont des vrais gens que j'ai décidé d'habiller en femmes et hommes d'entreprise. Un trombinoscope un peu étrange et virtuel qui vient plaquer autre chose sur la nature des personnes. Mais c'est vrai qu'après il y a plein de jeux de miroirs puisqu'il y a des hommes ici, il y a notamment un homme qui est transsexuel et aussi des hommes qui physiquement ressemblent à des femmes et des femmes qui ressemblent à des hommes. Donc tout est en miroir en fait dans cette salle pratiquement avec ce jeu sur un langage photographique particulier qui est la photo d'entreprise. Retour avec le directeur du 104 dans une autre salle transformée en volière. Le public déambule au milieu d'une centaine d'oiseaux, des mandarins joueurs de guitare. Ces oiseaux se déplacent et vont interpréter, créer une partition en se posant sur les guitares Gibson et parfois pas, puisqu'ils ont ici complètement reconstruit leur écosystème, leur biotope. Donc il y a à la fois des endroits où ils peuvent nicher, se reproduire. On est là du coup à l'écoute de la transformation de cet écosystème par nos silences, nos arrêts et nos déplacements et surtout le mouvement des oiseaux sur ces guitares. Les autres œuvres de l'exposition Par Nature sont à découvrir et à vivre au 104 jusqu'au 17 mars 2013. Emilios Koukidis était une figure incontournable de l'univers de la peinture à Rueil-Malmaison. Membre du comité de la Société des Beaux-Arts, il est décédé en août 2011 à l'âge de 80 ans. Le marché des peintres a décidé de lui rendre hommage. Cette année a été créé un concours d'art contemporain qui porte son nom. Plus de 30 artistes peintres ont répondu présents. Explication avec Pascal Andrieux de Roy TV. Le marché des peintres qui se tient 3 fois par an à Rueil-Malmaison a voulu rendre hommage au peintre royois Emilios Koukidis, disparu en 2011. 37 artistes peintres qui ont tous participé à ce salon ont prêté une de leurs œuvres pour une exposition qui se tenait du 4 au 9 décembre à la médiathèque Jacques Baumel. L'un d'entre eux a été désigné lauréat du nouveau prix Emilios Koukidis. Nous avons constitué un jury constitué de professionnels de la peinture. Et ce soir, nous avons eu la chance donc de nommer Valérie Brochant comme l'heureuse lauréate de ce prix Emilios Koukidis. Valérie Brochant se consacre depuis 15 ans à la peinture. Sa toile présentée ici fait partie d'une série de paysages méditerranéens. Une peinture riche en couleurs, dont elle nous livre les techniques. Je préfère travailler à l'acrylique pour ce genre de travail, parce que les délimitations, il y a plusieurs couches de peinture sur chaque endroit. Et les délimitations se font plus facilement à l'acrylique qu'à l'huile, parce qu'à l'huile, dès qu'on touche une autre couleur, ça se mélange immédiatement. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ombre et la lumière. Ce tableau, la lumière vient de droite, donc les rochers et les plantes sont éclairés par la droite.
Et les ombres sont toujours travaillées par grand aplat de couleurs plus ou moins dégradées d'un même camailleux. Grâce à son prix, Valérie Brochant pourra exposer pendant presque un mois sa création à la médiathèque. Et si elle a été récompensée, c'est grâce à l'originalité de son œuvre. Il y avait énormément d'intérêt dans sa peinture. Premièrement, c'était une peinture maîtrisée, qui était une peinture très poétique. Et puis, on a vu qu'il y avait un gros travail derrière. C'est pas une amateur, c'est vraiment quelqu'un qui travaille en tant que professionnel et qui travaille très bien. Voilà, donc on est très content. Moi, je suis très content, en fin de compte, qu'elle ait eu ce prix. Les peintures de Valérie Brochant seront exposées au Forum de la Médiathèque du 29 janvier au 23 février 2013. L'Île-de-France fourmille de talents musicaux qui ne passent pas forcément sur les grandes radios nationales et pourtant qui remplissent des salles entières. Dans le Val d'Oise, une nouvelle scène est en train d'émerger, des artistes aux aspirations multiples qui renouvellent le genre et qui pourraient demain attirer les programmateurs de la bande FM. Manon Beauvillain de VOTV les a rencontrés à l'occasion d'un concert exceptionnel organisé par l'association Combo 95. Hip-hop, rock français, pop électro, voici la nouvelle scène musicale valdoisienne. Ces 6 groupes de chanteurs et musiciens viennent des 4 coins du département. Ils enflamment chaque salle où ils passent avec des textes qui leur ressemblent. C'est la pluie qui coule sur mes joues, je m'en fais pas. De toute façon, notre histoire. Je pars quand même de mon expérience de femme. Et on n'a pas des vies super simples la plupart du temps et j'en parle beaucoup. Je parle aussi aux hommes finalement parce que peut-être que certains de mes textes les aideront à mieux nous comprendre. Dans Dixit, à la base c'était plutôt le guitariste qui composait et puis ça a évolué, maintenant c'est un peu tout le monde, un peu lui et moi aussi, surtout. Et même s'il garde quand même un rôle important dans la composition, et les textes, c'est moi qui les apporte. Et comme je suis une fille, forcément ça parle un petit peu d'amour, mais ça parle aussi de ce qui m'énerve aujourd'hui, les gens. C'est un peu tes coups de gueule quoi. Ouais voilà, Paris, les beaufs. Voilà. Et si ces textes font fureur, c'est parce que certains groupes comme Autoreverse puisent leur inspiration dans une multiplicité de références. L'influence de leur pop électro naît au travers des goûts de chacun de ses membres. Cette richesse collective est leur force et leur signature. Au niveau du groupe, on était parti d'abord sur une esthétique, c'est parti autour de prod, fait sur un ordinateur, donc des batteries programmées, et des claviers et des guitares, voilà. Donc du coup, des prods un peu minimalistes, avec une esthétique un peu années 80, avec des machines en fait vieilles, ont en fait donné naissance au projet. Donc du coup, on est parti sur cette esthétique au début. Ça a donné le nom du projet, qui s'appelle Autoreverse. Donc voilà, un rappel un peu à la cassette, aux années un peu 80, 90, fin 80. Et puis, et après, chacun y ramène un peu ses influences, mais dans le groupe, tu nous prends chacun notre tour, on écoute tous des choses différentes. Wojtek, Apple Fuzz, Ballinger, Remila, Dixit et Autoreverse sont les 6 groupes dits starters du programme Combo 95. L'association a repéré les nouveaux talents de la scène du Val d'Oise et les suit pendant une année. Ses membres les aident au quotidien. Le dispositif Starter permet à ces groupes talentueux de se créer une image et surtout un réseau. On a sélectionné 6 groupes en début d'année qui du coup suivent un dispositif d'accompagnement technique et artistique et administratif tout au long de l'année. Donc c'est 6 groupes qu'on accompagne plus particulièrement en leur mettant à disposition des répétitions en conditions de scène. Donc ils viennent dans les salles, ils répètent leur show pour les concerts futurs et un certain nombre de professionnels à leur disposition pour répondre à leurs questions en fonction de leur actualité du moment sur de la structuration administrative, sur comment on peut améliorer son démarchage de concert, voilà, comment on peut développer
son groupe au mieux et faire un max de concerts et avoir un maximum de visibilité par rapport au public. Certains composent depuis 10 ans, d'autres chantent seulement depuis l'année dernière. Qu'importe, le succès est au rendez-vous. L'album de Rémila est disponible sur iTunes, celui de Dixit sort au mois de janvier. Les Ballingers, eux, arpentent déjà la France entière. Une chose est sûre, les projecteurs sont braqués sur ces nouveaux groupes, à surveiller de très très près. Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Les rédactions des télévisions locales se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine.